Il existe une herbe qui pousse à travers l'Asie et contient 64% d'acides gras oméga 3. C'est plus que n'importe quel poisson, plus que n'importe quelle graine et plus que n'importe quel supplément actuellement sur le marché. Elle se ressème si agressivement qu'une seule plantation crée une source de nourriture permanente. Les familles coréennes la cultivent depuis tout aux Indans et la cuisine japonaise en dépend. Pourtant, la science nutritionnelle occidentale l'a ignorée pendant un siècle. L'industrie des oméga 3 génère fourmilliards de dollars par an en vendant de l'huile de poisson, alors que cette plante pousse comme une mauvaise herbe. Avez-vous vu cette plante pousser à l'état sauvage près de chez vous? Si vous entrez dans un restaurant coréen ce soir et observez la table d'à côté, vous verrez qu'ils enveloppent de la viande grillée dans de grandes feuilles vertes aux bords dentelés et au revers violet. Ce n'est ni de la laitue ni des épinards. C'est du périlla et 500 millions de personnes à travers l'Asie en mangent chaque semaine. Au Japon, on l'appelle shiso. Chaque morceau de sashimi est servi avec une feuille de périlla en dessous. Les touristes supposent souvent que ce n'est qu'une décoration, mais ce n'est pas le cas. Quand la feuille contient des composés qui tuent les bactéries et les parasites, un fait que les chefs japonais connaissent depuis Fivindredans. La feuille n'est pas une garniture, c'est un médicament caché à la vue de tous. En Chine, on l'appelle zisu. Les armoires de médecine traditionnelle contiennent du périlla séché pour traiter 40 affections différentes, y compris la toux, les rhumes, les nausées, l'inflammation cutanée et les réactions allergiques. La documentation remplit des milliers de pages dans des textes que les chercheurs occidentaux n'ont jamais traduits. Voici le premier indice que quelque chose a mal tourné. Vous connaissez le basilic, l'origan, la menthe, le romarin et le thym. Ces herbes sont présentes dans tous les supermarchés occidentaux, mais le périlla, consommé par plus de personnes que toutes ces herbes réunies, n'existe pas dans la conscience occidentale. La plupart des Américains n'ont jamais entendu ce mot. Le problème commence avec les noms. Les Coréens l'appellent kaenip, les Japonais shiso et les Chinois zisu. Les botanistes l'appellent Perilla frutescens. 4 noms pour une seule plante ne mènent à aucune identité unifiée dans les langues occidentales. Quand une plante n'a pas de nom cohérent, elle n'a pas de présence cohérente dans les bases de données, les livres de cuisine ou les financements de recherche. Cette fragmentation n'était pas intentionnelle, mais le résultat a été l'effacement. Comparez cela à la coriandre, qui est la même plante que le coriandre, mais avec des noms différents pour les feuilles et les graines. La culture alimentaire occidentale a unifié ces noms et maintenant tout le monde connaît la coriandre. Le périlla n'a jamais reçu cette unification, il est resté étranger à chaque rencontre séparée, jamais familier, jamais intégré et jamais compris. Les archives anciennes racontent une histoire différente. Et en Chine, vers Tuindren, après JC, des érudits ont compilé le Shenong Benkao Jing, la plus ancienne pharmacopée encore existante dans l'histoire de l'humanité, et le périlla y apparaît. Le texte décrit l'utilisation des feuilles pour les affections respiratoires et des graines pour les problèmes digestifs. Il y a 2000 ans, les médecins chinois comprenaient la valeur de cette plante. En Corée, un médecin royal nommé Heojun a passé 15 ans à écrire le Dongyi Bogam, achevé en 1613. Cette encyclopédie de la médecine coréenne a documenté 17 utilisations distinctes du périlla, traitant la toux, calmant les nausées, réduisant l'inflammation et favorisant la digestion. Le livre est devenu le texte médical le plus important de Corée et a guidé les médecins pendant 4 siècles. Pourtant, les chercheurs occidentaux ne l'ont traduit qu'en 1999. C'est 386 ans de connaissances médicales enfermées derrière une barrière linguistique. Au Japon, pendant la période Edo, qui a duré de 1603 to 1868, la culture du périlla a atteint 90% des ménages agricoles. Les familles le cultivaient pour la nourriture, la médecine et l'huile de lampe. Avant l'électricité, les villages japonais pressaient les graines de périlla pour obtenir de l'huile afin d'éclairer leur maison. La culture remplissait 3 fonctions simultanément: nourriture sur la table, médecine dans l'armoire et lumière dans l'obscurité. Mais ce qui compte le plus pour la survie, c'est que le périlla se ressème avec une férocité qui frôle l'agressivité. Une seule plante produit entre 1000 et 4000 graines et 85% de ces graines germineront.
Un LC reste viable dans le sol pendant 5 ans ou plus. Si vous plantez du périlla une fois pendant une bonne saison, il revient le printemps suivant sans permission. Le printemps d'après, il revient encore et encore. Des villages agricoles coréens ont documenté des parcelles de périlla poussant sur la même terre pendant 10 générations sans replantation ni achat de nouvelles graines. La culture se poursuit simplement. En termes agricoles, on appelle cela la naturalisation. En termes pratiques, c'est une infrastructure alimentaire permanente. Une décision d'un ancêtre nourrit ses descendants pendant des siècles. Les feuilles contiennent 3,9 grammes de protéines pour 100 grammes de pois frais, ce qui dépasse les épinards, le chou frisé et la plupart des légumes verts à feuilles que les nutritionnistes occidentaux célèbrent. La teneur en calcium atteint 230 mg, la teneur en fer atteint 1,7 mg et la concentration en vitamine A atteint 5520 unités internationales. Les feuilles fournissent un ensemble nutritionnel complet à partir d'une plante qui ne nécessite aucune replantation annuelle, mais les graines détiennent le véritable trésor. En 1991, des chercheurs de l'Institut national de nutrition en Inde ont analysé l'huile de graines de périlla et ont trouvé des concentrations d'acide alpha-linolénique entre 54% et 64%. L'acide alpha-linolénique est la forme végétale des acides gras oméga 3. À 64%, aucune autre plante sur Terre ne s'en approche. L'huile de lin contient 53% d'oméga 3 et les nutritionnistes la célèbrent comme un super aliment. L'huile de graines de chia contient 58% et les magasins d'aliments naturels facturent des prix élevés. Mais l'huile de graines de périlla contient 64%, la plus forte concentration jamais mesurée dans une espèce végétale, et presque personne dans le monde occidental n'en a jamais entendu parler. Cette quart nécessite une explication. Dans les années 1970, des chercheurs danois se sont rendus au Groenland pour étudier les populations inuites et ont remarqué que malgré la consommation d'énormes quantités de graisse, les Inuits avaient des taux extrêmement faibles de maladies cardiaques. Les chercheurs ont identifié les acides gras oméga 3 comme le facteur protecteur. La consommation de poisson est devenue l'explication et l'huile de poisson est devenue la solution. En 1980, l'industrie des suppléments a vu une opportunité et les capsules d'huile de poisson sont entrées sur le marché. Les campagnes de marketing ont enseigné aux consommateurs occidentaux que les oméga 3 provenaient du poisson. Le message était simple: mangez du poisson, prenez de l'huile de poisson et protégez votre cœur. En 2024, le marché mondial des suppléments d'oméga 3 a atteint 4 milliards de dollars par an. L'huile de poisson domine ce marché, l'huile de krill capte le segment premium et l'huile d'algue dessert la niche végétarienne. Chaque produit nécessite un traitement industriel, une extraction, une purification, une encapsulation, un contrôle qualité et une expédition en chaîne du froid. La complexité crée des barrières à l'entrée et ces barrières protègent les marges bénéficiaires. Maintenant, considérons le périlla. Les graines peuvent être pressées à froid avec des outils manuels, ne nécessitant aucune installation industrielle. Aucun brevet n'est possible sur le pressage d'une graine et il n'y a pas de technologie d'extraction à concéder sous licence, ni de formulation de capsules à protéger. Un agriculteur avec une presse en bois peut produire de l'huile d'oméga 3 dans un abri de jardin. Une culture qui se ressème ne peut pas générer de vente de graines répétées et un produit qui ne nécessite aucun traitement ne peut pas générer de revenus de traitement. Le périlla menace chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement des suppléments. Ici, vous recherchez sur PubMed, la base de données de recherche médicale, huile de poisson oméga 3, vous trouverez plus de 15 000 études. Si vous tapez périlla oméga 3, vous ne trouverez que 400 études. Le ratio est de 37 contre 1. Ce n'est pas parce que l'huile de poisson fonctionne mieux, c'est parce que l'huile de poisson est financée. L'écart de recherche n'est pas accidentel. Les études sur l'huile de poisson reçoivent le parrainage de l'industrie car les entreprises de suppléments financent des essais qui soutiennent leurs produits. La recherche sur le périlla ne reçoit presque aucun financement de l'industrie occidentale.
Les études existantes proviennent principalement d'institutions gouvernementales coréennes, d'universités japonaises et d'hôpitaux de recherche chinois. La connaissance existe, mais elle existe dans des langues que les bases de données occidentales ont historiquement ignorées. Jusqu'aux années 2000, les principales bases de données médicales sous-indexaient systématiquement la recherche publiée en langue asiatique. Une étude publiée en coréen pourrait aussi bien ne pas exister pour les médecins américain et une découverte documentée en japonais n'atteignait aucun public occidental. La barrière de la traduction fonctionnait comme un mur d'information avec 2000 ans de connaissances d'un côté et une industrie de fourmiliards de dollars de l'autre. Le Donggibogam est resté non traduit pendant 386 ans. Pendant ces siècles, la médecine occidentale s'est développée entièrement sans accès aux connaissances pharmaceutiques coréennes. La documentation sur le périla remplissait ces pages, mais les médecins occidentaux ne l'ont jamais vu, les chercheurs ne l'ont jamais cité et les consommateurs n'ont jamais appris. Considérez ce que la recherche moderne a finalement confirmé. En 2003, des chercheurs japonais ont publié un essai clinique dans les Annals of Allergy, Asthma and Immunology. Ils ont administré de l'extrait de périla à des patients atteints d'allergies saisonnières et le groupe de traitement a connu une réduction de 50% des symptômes allergiques. C'est une réduction de 50% grâce à une herbe qui pousse comme une mauvaise herbe. Le composé actif est l'acide rosmarinique et le périlla contient plus d'acide rosmarinique que toute autre herbe culinaire jamais testée, plus que le romarin malgré le nom et plus que le basilic ou l'origan. L'acide rosmarinique réduit l'inflammation par des mécanismes que les chercheurs pharmaceutiques étudient depuis des décennies en inhibant les enzymes qui déclenchent les réponses allergiques. La science est claire et les applications sont documentées, pourtant la plante reste inconnue. En 2004, des chercheurs ont publié des résultats sur le périla et la prévention du cancer, montrant que les composés des feuilles de périlla inhibaient la croissance tumorale dans des études en laboratoire. L'agent spécifique était le périaldéhyde, une molécule trouvée presque exclusivement dans cette plante. La recherche apparue dans Biofacteur, une revue respectée à comité de lecture, mais les oncologues occidentaux n'ont pas remarqué et les patients n'ont pas appris. En 2010, des chercheurs coréens ont étudié des patients diabétiques consommant de l'extrait de feuilles de périlla et ont constaté que les niveaux de sucre dans le sang après les repas diminuaient de 23%. Une réduction de 23% du glucose postprandial grâce à une feuille qui se ressème dans n'importe quel jardin est significative. L'industrie pharmaceutique vend des médicaments à cet effet précis, mais le périlla le fait gratuitement. Le schéma devient visible. Chaque avantage que le périlla procure menace une industrie existante, y compris les suppléments d'oméga 3, les médicaments contre les allergies, les médicaments pour la glycémie et les traitements anti-inflammatoires. Chaque catégorie représente des milliards de revenus annuels et chacune pourrait être partiellement remplacée par une plante qui ne coûte rien après la première plantation. Ce n'est pas une conspiration, c'est de l'économie. Les entreprises financent la recherche qui soutient leurs produits. Elles ne financent pas la recherche qui rendrait ces produits inutiles. Les universités recherchent des subventions auprès des sources disponibles et ces sources favorisent les interventions brevetables. Une plante qui se ressème ne peut pas être brevetée et une huile pressée à froid ne peut pas être protégée, donc le financement va ailleurs. L'industrie des semences les révèle la même structure. Là, il y a l'échelle mondiale, là, les agriculteurs dépensent 60 milliards de dollars par an en semences de maïs, de soja, de blé et de coton. Ce sont toutes des cultures annuelles nécessitant l'achat de nouvelles semences à chaque saison de plantation. Le modèle commercial dépend de la répétition. Le périlla brise ce modèle. Acheter une fois la semence, planter une fois et récolter pour toujours. Chaque printemps, les graines tombées de l'année précédente germent sans permission. La culture s'étend et les coûts de l'agriculteur disparaissent. Une source de nourriture permanente s'établit. Aucune entreprise ne bénéficie de cette transaction, aucun bénéfice trimestriel ne s'améliore et aucune valeur actionnariale n'augmente.
Le même schéma est apparu avec le trèfle blanc. Pendant 80 ans, les semences de gazon américaines contenaient du trèfle car ils fertilisent le sol gratuitement. Puis les fabricants d'herbicides ont eu besoin de marcher en temps de paix, alors ils ont retiré le trèfle des mélanges de semences et ont vendu du poison pour tuer ce qu'ils avaient auparavant vendu comme bénéfique. 3 générations plus tard, les propriétaires paient pour l'engrais que le trèfle aurait fourni sans frais. Le Perilla n'a pas fait face à une telle campagne active. Le mécanisme était plus simple, la négligence. Une plante qui ne génère pas de revenus récurrents, ne génère pas de budget marketing. Le système qui promeut les plantes rentables a simplement ignoré celles qui ne l'étaient pas. Mais la plante a attendu. Le Perilla pousse en Asie depuis 2000 ans, survivant aux effondrements dynastiques, aux guerres, à l'industrialisation et à l'ignorance du système alimentaire le plus puissant de l'histoire humaine. Il est toujours là, il pousse toujours et produit toujours 64% d'oméga 3 dans ses graines. Vous pouvez le cultiver vous-même. Le Perilla prospère dans les zones USDA 4-10, couvrant la majeure partie des États-Unis continentaux et des climats équivalents en Europe. La plante tolère les sols pauvres, la sécheresse une fois établie et la négligence générale. Voilà, ce sont les caractéristiques d'une culture de survie. Plantez les graines directement dans le sol après la dernière date de gel ou commencez-les à l'intérieur 6 semaines plus tôt. Espacez les plantes de 30 cm, bien qu'elles tolèrent le surpeuplement. Arrosez occasionnellement pendant l'établissement. Après la première saison, l'arrosage devient facultatif car la plante s'adapte aux précipitations locales. Récoltez les feuilles tout au long de la saison de croissance. Elles ont un goût combinant la menthe et le basilic avec des notes d'anis. Mangez-les fraîches en salade, enveloppez-y de la viande grillée, ajoutez-les aux soupes ou séchez-les pour en faire du thé. Once à l'automne, laissez certaines plantes fleurir. Les épis floraux produisent des milliers de graines. Laissez-les tomber et se disperser pour établir la récolte de l'année prochaine sans aucune action de votre part. C'est la promesse de l'auto-ensemencement. Collectez l'excès de graines pour la production d'huile. Les petites presses manuelles coûtent moins de $100. Le pressage à froid extrait l'huile sans endommager la teneur en oméga 3. Une seule récolte fournit une année de supplémentation en oméga 3 sans capsule, sans poisson et sans industrie. Les graines se conservent également indéfiniment lorsqu'elles sont maintenues au sec. D'où les ménages coréens traditionnels conservent des stocks de graines pendant des années. La valeur en cas d'urgence est évidente. Si les chaînes d'approvisionnement échouent ou si les systèmes industriels s'effondrent, les graines de votre abri pousseront toujours. C'est à quoi ressemble la résilience, une plante qui revient chaque printemps sans demander, vous nourrit, fournit des médicaments et se replante pendant que vous dormez. L'Asie n'a rien caché. La connaissance a toujours été publique et disponible. La question est de savoir pourquoi les systèmes occidentaux n'ont pas remarqué. Pourquoi y a-t-il 15,000 études sur l'huile de poisson et seulement 400 sur le Perilla? Pourquoi $4 milliards sont-ils dépensés en suppléments qu'un jardin pourrait remplacer? La réponse est la structure. Les systèmes économiques voient ce qui les avantage. La recherche suit le financement et le financement suit les brevets. Le Perilla ne peut pas être contrôlé. Il devient sauvage et libre. Ce qui ne peut être possédé ne peut être vendu et ce qui ne peut être vendu ne peut être commercialisé. Vous savez maintenant que la plante la plus riche en oméga 3 existe et qu'une seule plantation crée une infrastructure alimentaire permanente. L'information menace les sources de revenus, mais la plante ne se soucie pas des revenus. Elle se soucie de la reproduction et de s'établir partout où le sol et la lumière du soleil le permettent. Si cette histoire a changé votre façon de voir le potentiel de votre propre jardin, veuillez vous abonner et aimer cette chaîne. Nous nous engageons à découvrir l'histoire naturelle et la sagesse ancienne que les systèmes modernes ont négligée. Il est temps de cultiver un avenir plus résilient. Notre prochaine exploration des trésors cachés de la nature sera bientôt publiée.